Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Je vais faire la course. Qu'est-ce que tu conduis ? Si vous roulez avec une vignette critère 3, vous pouvez par exemple aller à Saint-Étienne sans problème, mais une 60aine de kilomètres plus loin, il faudra demander une dérogation pour Lyon. Qui veut courir ? Le train, le métro. Je répéterai pas. Tu tournes en rond chez toi et puis t'as une petite voix intérieure qui dit « Va voir le Twitter de Sandrine ». J'en tire la conclusion que la misère génère le Rassemblement national. Maoré, Nafaranza. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre. Merci à tous. J'aime bien vous embrasser. Nous sommes en guerre. Évidemment, vous croyez que la trêve des confiseurs aurait duré longtemps ? Non. Tout reprend. Et dans tous nos États, bien sûr. Et pour commencer, nous évoquerons en seconde partie d'émission, tout le monde parle évidemment des 10 ans. 10 ans exactement que 2 tueurs sont entrés dans les bureaux de Charlie Hebdo pour opérer un bon massacre. Au nom de quoi ? Et puis, nous allons parler de tout le reste, mais en attendant, nous allons aussi traiter de l'actualité. L'actualité, elle est extrêmement riche aussi. Et nous allons essayer, évidemment comme d'habitude, d'avoir question à tout. Et maintenant, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment chez les Young Global Leaders ? Qu'est-ce qui se passe devant toute cette génération adoubée par Klaus Schwab, par Bill Gates, par le World Economic Forum et par tout le monde ? Ces gens-là que nous considérions les gens les plus brillants pour nous diriger ? Voilà-t-il pas qu'un de leurs plus beaux fleurons ? Eh bien, il s'en va ? Comment ça ? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a donc annoncé sa démission hier et on s'interroge aujourd'hui sur les raisons de cette démission, André. Et puis on pourrait vraiment s'interroger, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Alors effectivement, cet être 10 ans, presque 10 ans passé à la tête du Canada, eh bien l'ère Justin Trudeau touche à sa fin. Ça y est, hier il a annoncé sa démission. Il a dit terminé, je m'en vais. Et voici quelques mots de Justin Trudeau. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Voilà, il a demandé au président de commencer les étapes nécessaires. Eh bien, Trudeau s'en va. Trudeau s'en va, effectivement, il se passait beaucoup de choses très spéciales, effectivement, au Canada. Grave crise du Parti libéral. 9 ministres, je rappelle, ont quitté le gouvernement. Et puis, son principal allié de gauche, Jack Meeting, avait rompu l'alliance conclue il y a 3 ans. Et enfin, le dernier coup de tonnerre, c'était le 16 décembre, avec la démission surprise de la vice-première ministre et poids lourd du gouvernement, Chrystia Freeland, qui a un peu plus fragilisé Justin Trudeau. Voilà, droit de douane, vous savez que Donald Trump, qui arrive au pouvoir, je le rappelle, pour le cas où les gens seraient sur la planète Mars le 20 janvier prochain, il a menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes l'un des mieux placés pour en parler. Au fond, est-ce que c'est économique, politique ou les deux, mon général ? Et un peu plus que ça, je crois. C'est-à-dire que Justin Trudeau est probablement, à l'échelle de l'histoire récente et même longue du Canada, le pire premier ministre que le Canada aura eu. Je dis probablement parce que son père, Pierre Elliott Trudeau, aurait été aussi catastrophique. Bien que Pierre Elliott Trudeau était plus intelligent que son fils, donc il y a une nuance à faire sur les capacités cognitives. Eh oui, ça existe. Mais j'y reviens, donc fondamentalement, quand on fait le bilan de Justin Trudeau,
C'est d'abord une crise migratoire immense. Il faut comprendre que le Canada était le pays qui se voulait le plus immigrationniste d'Occident. Oui, exact. Or, qu'est-ce qu'on a vu? La politique migratoire de Justin Trudeau, qui a consisté d'un côté à institutionnaliser véritablement l'immigration illégale comme une voie d'entrée au Canada par une forme de maquillage consenti du droit d'asile, mais c'était organisé, il faut comprendre, par l'État fédéral, avec ce qu'on appelait le chemin Roxham au Canada. Oui. Et de l'autre côté, ce qu'on appelait l'initiative du siècle, qui était le projet porté essentiellement par la technocratie fédérale, qui consistait à dire que le Canada doit avoir 100 millions de citoyens à la fin du siècle. Comment? En ayant une politique d'immigration active et massive pour véritablement transformer le pays en grande puissance démographique. Le Canada a connu une crise démographique telle que même le Canada anglais, alors le Québec francophone inévitablement a toujours été sceptique envers l'immigration massive parce qu'on craint la noyade migratoire. Bien sûr. Mais même le Canada anglais s'est mis à douter des vertus de l'immigration à partir d'un prétexte dont s'est emparé Pierre Poilievre, le chef des conservateurs, c'est la crise de l'accès au logement. C'est-à-dire, à un moment donné, les classes moyennes n'avaient plus les moyens d'accès au logement. Premier élément. Deuxième élément, Justin Trudeau a transformé, à partir d'une constitution qui était prédisposée à cela, le Canada en véritable wokistan. Ce qu'on appelle l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, le wokisme managérial, a été au cœur de la politique fédérale depuis plusieurs années. Concrètement, Mathieu Bocoté, juste concrètement, ce que vous parlez de ce wokistan, ça consistait en quoi, par exemple? Je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, est le plus parlant. Oui. C'est le gouvernement fédéral, au nom de l'inclusion et de la diversité, a, par exemple, lancé un programme destiné aux entrepreneurs noirs pour leur permettre d'avoir plus facilement accès à l'entrepreneuriat. Donc, une forme de racialisation des politiques publiques fédérales. Je donnerai un autre exemple qui est dans le même état d'esprit, mais ça date de 2015, c'est le point de départ de son mandat. C'était l'histoire de Zunera Ishak, qui est une immigrante pakistanaise, qui réclamait le droit de faire son serment de citoyenneté au Canada sans même enlever son niqab, sans même ne soulever ne serait-ce que le temps d'un petit sourire au pays qui l'accueille. Eh bien, Justin Trudeau et son équipe avaient vu là-dedans, une fois que cette histoire était passée, un grand exemple de l'ouverture à la diversité du Canada. Donc, c'était un exemple parmi d'autres. Et là, je vais donner d'autres éléments. Le Canada est dans une crise aujourd'hui des finances publiques qu'on n'a pas connues depuis les années 90. Ajoutez à ça, parce que ce n'est pas un détail, le Canada, vous savez, c'est une fédération. Oui. Le gouvernement fédéral a des responsabilités clairement identifiées, les provinces en ont d'autres, mais Justin Trudeau fait partie de ceux qu'on appelle au Canada les centralisateurs. Il voudrait que le gouvernement fédéral soit toujours plus présent dans tous les domaines de compétences. Donc, il a fait en sorte que l'État fédéral a gonflé comme pas possible, ce qui fait que ça contribuait à son alourdissement bureaucratique. D'ailleurs, la croissance de la fonction publique fédérale depuis quelques années est immense. Donc, prenez tout ça, le bilan est terrible. Ensuite, il y a la crise politique que vous mentionniez avec le départ de plusieurs ministres, le départ de Chrystia Freeland. Alors, je précise, le départ de Chrystia Freeland, c'était le bras droit de Justin Trudeau depuis plusieurs années. Oui, c'était elle qui soutenait sa politique en matière des finances. Et là, imaginez le scénario. Le vendredi, Trudeau lui dit, bon, tu vas présenter un mini-budget lundi, mais sache que mardi, en gros, tu ne seras plus ministre des Finances parce que je vais nommer celui qui sera mon successeur, globalement, Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, mais aussi de la Banque d'Angleterre. Donc, une figure de l'oligarchie canadienne. Or, Freeland dit, ben non, je vais quand même pas me faire exécuter comme ça. Donc, le lundi, à peu près 1 heure avant la présentation du mini-budget, elle publie sur Twitter sa lettre de l'émission tout en indiquant que ce budget vaut absolument rien. Donc là, ça accélère la crise. C'est assez clair, oui. Et là, vous avez un dernier élément qu'on doit mentionner, c'est que ça fait au moins 1 an, si c'est pas plus, que le Parti conservateur de Pierre Poilievre est clairement premier dans les sondages, un écart de 20% avec le Parti libéral. C'est parce que les conservateurs, dans le pays, dans le wokistan canadien, où une partie de la population n'est pas d'accord avec ça, Poilievre s'est emparé des enjeux de critique de l'immigration massive, de critique de l'EDI, du wokisme. Du genre, de tout ça, oui. Voilà. Alors, il y a une province où, dans les sondages annoncés, le Parti conservateur n'est pas premier. Parce qu'il est premier dans toutes les provinces, sauf dans une province, c'est au Québec. Et pourquoi? Parce qu'au Québec, depuis longtemps, ce sont les nationalistes et les indépendantistes québécois qui se sont emparés de la critique du wokisme, du multiculturalisme, de l'immigration massive, de la culture de la cancellation. Donc, il y a un scénario qui se dessine, selon plusieurs sondages, qui laisse croire, c'est pas certain, on verra, mais qu'aux prochaines élections, le Parti conservateur serait clairement premier, qui auront lieu au mois de mai, très probablement. Parti conservateur, très clairement premier, majoritaire. Opposition officielle, parce que c'est une fonction qui existe dans le parlementarisme britannique, l'opposition officielle serait constituée par les indépendantistes québécois.
Troisième parti, il y aurait la gauche radicale, le NPD, et le Parti libéral serait réduit à autour de 10 députés. Je pense pas que le Parti libéral va s'effondrer à ce point-là. Grandeur et décadence, oui, c'est énorme. Mais ouais. on voit à quel point ce qui est annoncé, en fait, c'est une décomposition, non seulement du Parti libéral, mais plus largement de l'ensemble de l'élite libérale canadienne. Avec un dernier détail, et ensuite je me tais. L'avantage du Parti libéral au Canada, cela dit, c'est que même quand il perd les élections, il contrôle encore le pouvoir. Hein, parce qu'il contrôle la Cour suprême du Canada, il contrôle la technocratie fédérale. L'ensemble des médias publics lui sont très, très favorables. Donc, même battu, le Parti libéral va demeurer très puissant au Canada, un peu comme le Parti socialiste en France. Vous voulez dire, Mathieu Bocoté, non mais c'est très intéressant, vous voulez dire que le Parti libéral, même s'il a 10 députés, même si c'est exagéré, il garde une partie du pouvoir avec les institutions qu'il contrôle, quoi, qu'il va continuer à contrôler. Exactement. Donc c'est l'avantage, parce que faut comprendre, le Canada est un pays qui, en 1982, a connu une refondation constitutionnelle assez importante. Une constitution que le Québec n'a jamais signée, je le précise, mais c'est une constitution qui est chargée d'un programme. Le multiculturalisme au Canada, c'est pas la politique d'un parti sur 2 ou sur 3 ou sur 4. C'est une doctrine constitutionnelle. C'est dans la Constitution. Donc, tout ce qu'on pourrait appeler, c'est pour ça que j'ai la prédisposition constitutionnelle du Canada au Wokistan, c'est que tout ça est dans la Constitution. Donc, Pierre Poilievre, qui n'est pas un homme sans mérite, eh bien, va être obligé de fonctionner dans un régime constitutionnel qui même s'il veut en sortir, eh bien, l'oriente dans une direction assez claire. Et dernière question, Mathieu Bocoté. Qu'est-ce que les Canadiens ont pensé, qu'est-ce que vous pensez de ce tweet, peut-être provocateur, mais enfin c'est habituel chez lui, de Donald Trump traitant Justin Trudeau de gouverneur Justin Trudeau et disant mais au fond le Canada, ce serait génial qu'il soit le 51e État des États-Unis, ce serait très bien pour tout le monde, pour eux, pour lui, moins d'impôts, moins de ceci, etc. Ouais, ben ça fait le 4e tweet en la matière de Donald Trump. J'y vois, quant à moi, une provocation, une moquerie. Par ailleurs, ça dit quelque chose. Vous savez, le Canada aime se faire croire qu'il est un acteur qui compte dans la mondialisation, dans le monde qui est le nôtre, un État respecté. Et Trump traite le Canada comme une colonie, finalement. C'est-à-dire la superpuissance morale du Nord n'est finalement qu'une colonie du Nord, le 51e État qui ne veut pas porter son nom. Ouais. Par ailleurs, vous savez, les Québécois, nous, on a tendance à dire souvent que le Canada, c'est pas un vrai pays. C'est-à-dire, le Québec est un vrai pays, une vraie nation, une vraie culture. Le Canada, on le voit souvent comme une banlieue nord des États-Unis. Donc, je ne suis pas en désaccord avec ceux qui disent que le Canada n'est pas un vrai pays. Si le Canada anglais consent un jour à se faire annexer par les États-Unis, ça les concerne, mais ça ne concerne pas les Québécois qui, eux, ont pour vocation à constituer un État indépendant. Et de ce point de vue, qu'il y ait 2 ou 3 États indépendants en Amérique du Nord, ce qui est certain, c'est que le Québec sera l'un d'entre eux dans quelques années. Donc, Mathieu Bocoté, vous, dans ces cas-là, vous restez un incorrigible indépendantiste québécois. Sans le moindre doute, le Canada de Poilievre comme le Canada de Trudeau, ça demeure le Canada, ça demeure, autrement dit, c'est pas le Québec. C'est pas le Québec. Ok, merci beaucoup. Merci pour vos éclaircissements, Mathieu Bocoté. À bientôt. Et n'hésitez pas à réagir par téléphone en appelant Sud Radio au 08 26 300 300. André Berkoff revient juste après la pub. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, je ne suis pas le seul à être dans tous mes états, loin de là. Alexandre Jardin, l'écrivain Alexandre Jardin, l'est aussi, c'est pas nouveau. Mais là, il a fait un tweet. Le 31 décembre dernier, il a fait un tweet et ça s'est répercuté. Pourquoi ? Parce que la marmite bouillait, le couvercle remuait et qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, bon, on va en parler tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ouais, vous avez reconnu, pour tous qui ont vu les films Fast and Furious, hein, rapide et furieux, eh bien oui, la bagnole. Vous imaginez qu'est-ce que c'est la conquête, la plus noble conquête de l'homme après le cheval ? Eh bien, c'est fini. Attention, pour encourager l'évolution vers une mobilité durable et limiter la pollution dans les centres-villes, la loi climat et résilience promeut les zones à faible émission. Je me suis toujours demandé ce que voulaient dire ces zones à faible émission. Émission de quoi ? Émission de conneries, émission de bêtises, émission de quoi ? Non. Alors effectivement, voilà, il faut dire exactement les vignettes critères,
Le conducteur doit apposer sur son pare-brise le numéro 5 correspondant au véhicule les plus polluants, le numéro 1 au moins polluant. Et je termine là-dessus avant de donner la parole à Alexandre Jardin. Ce sont environ 500 000 personnes qui sont concernées à l'Île-de-France. À l'échelle de l'Île-de-France, ce sont près de 1,8 million de véhicules qui seront concernés. Mais Alexandre Jardin, à l'époque, à l'échelle française, ça fait combien de gens qui sont touchés? 9 millions. 9 millions. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de voiture, si vous avez une voiture qui ne correspond pas à ces critères-là, alors quoi, vous êtes interdit de séjour? En fait, ce qui est en train de se passer, j'ai mis un petit temps avant comme tous les Français, hein, on est un peu lent à l'allumage. J'étais assez déprimé au mois d'août, au mois de décembre. J'avais fini un livre et je me disais un roman et je me disais tiens, je vais pas le publier de mon vivant. Ça sera une publication posthume parce que je peux pas être compris par cette époque. Et j'étais, avant de prendre la décision finalement de le publier bientôt, bah c'est bien. J'en étais là. Et puis le 31 décembre, il m'arrive un truc. Je vais à la boulangerie dans mon village, dans l'Aude, et il y avait un type très énervé. Et je comprends que à partir du lendemain, il ne peut plus aller récupérer ses enfants. Parce qu'il n'a pas le bon véhicule, il n'a pas la bonne vignette, et il a divorcé, les enfants sont à la garde de la mère, dans une ville où il faut avoir une vignette. Une vignette, oui. Et quelqu'un lui dit, mais non, c'est pas valable le week-end. Il dit, oui, mais moi j'ai un jugement, donc je dois récupérer le vendredi. Et puis tout à coup, il y a un autre qui dit, oui, mais moi je connais un passage où on peut rentrer en douce, il n'y aura pas d'appareil photo. Et là, je me dis, on est en 42, avec des types honnêtes, qui veulent s'occuper de leurs enfants et qui vont se retrouver dans l'illégalité. Et donc, je fais un tweet où, pour la première fois, je parle de gueux. C'est-à-dire que le pays est en train de se scinder entre les citoyens riches, convenables, de centre-ville, et puis les gueux à qui on veut interdire les villes. Oui, c'est ça. C'est l'interdiction des pauvres. Or, tout à coup, je pousse une gueulante, je vais réveillonner avec ma fille en Espagne. Je rentre et je m'aperçois que 450 000 personnes ont vu ce tweet. Retweeté. Et je vois que c'est parti, que le pays est en train de prendre conscience, qu'on est en train d'interdire aux classes populaires de circuler. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas les moyens de changer de bagnole. C'est-à-dire que c'est pas une loi qui va faire apparaître 28 000 € sur leur compte pour acheter une UR5. C'est le prix d'appel hein, aujourd'hui. C'est le prix d'appel. Oui, c'est le prix d'appel. Je veux dire le prix minimum, oui, le prix de base. Oui. Allez voir. Bon. Donc, ils n'ont pas les moyens. Il y a une France qui ne peut pas appliquer cette loi et à qui on va interdire. Or, tous les gens qui, par exemple, ont un cancer doivent aller dans des endroits tous les centres de traitement des cancers sont dans des ZFE. Comment ils vont faire? Je parle de cas extrêmement concrets. Ouais. Or, progressivement, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait des panneaux sur le bord des autoroutes ZFE. En fait, quand vous prenez une rocade ou une autoroute, vous passez dans une zone et comme vous êtes sur l'autoroute, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Donc vous entrez dans l'illégalité. Parce qu'il y a des panneaux partout ZFE. Il y en a partout. Donc le gueux ne peut plus sortir de chez lui, ou alors ça va lui coûter 68 € à l'aller et 68 au retour. Alors évidemment, les pouvoirs publics sont en train de paniquer, donc ils disent non, il y aura 1 an de grâce. Donc en gros, vous êtes niqué dans 1 an. Ouais, c'est ça. Et donc... Encore 1 minute, monsieur le bourreau, quoi. Ouais. Je découvre que la mairie de Paris, par mansuétude, a organisé un passe-gueux. Puisque 24 fois par an, le gueux a le droit, pour pénétrer dans la ville des riches, de demander une autorisation. Donc c'est la bureaucratie. C'est-à-dire, c'est la fin de la vie. Et tout à coup, vous découvrez que ces gens, au nom du bien, sont en train d'instaurer l'interdiction des villes aux pauvres. C'est-à-dire la fin de la République. Ils sont en train d'inventer la sous-citoyenneté. Oui, tout à coup, vous avez... C'est la fin la République, c'est pour tous. Personne n'avait jamais imaginé une écologie contre le peuple. Et là, on y est. Pourtant, oui. Mais là, on y est. En fait, la démocratie est remplacée par la bureaucratie. C'est ça. Et donc, en gros, tout à coup, tous les réseaux sont en train de s'enflammer. Il va y avoir une révolte. Elle est en cours. Elle est en train de... elle se voit aujourd'hui, il n'y a plus le moindre tweet qui parle de ça, qui n'est pas entre 150 000 et 600 000. C'est-à-dire que le peuple est en ébullition. Et la très très bonne nouvelle, c'est que le premier politique national qui a condamné ça tout de suite, c'est le président des maires de France. C'est Lisnard. Pourquoi ?
Parce qu'il est aussi un maire, il est président des maires. Or, la réalité, c'est que les communes en France, elles savent très bien que c'est un truc de con, que c'est un truc inacceptable éthiquement. Et puis, parce que les maires, ils vivent en face des gens. Et puis, dans les mairies, il y a quoi? Il y a des conseils municipaux, où il y a des gueux. Oui. Où il y a des gens qui vont être assignés à résidence. Où il y a des gens qui ne pourront plus emmener leur maman faire un traitement anti-cancer à la ville d'à côté. Où il y a des papas qui ne pourront plus récupérer leurs enfants, exercer leur droit de visite. Ville. Donc, moi, j'invite les gens qui nous écoutent à aller dans vos mairies. Si vous êtes membre d'un conseil municipal, il faut que les communes disent merde à l'État central. Parce que le peuple ne peut pas. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on a une mesure délirante où, à cause d'un bout de papier, vous allez empêcher les mamans d'aller conduire leurs enfants à l'école le matin. Mais donc, allez dans vos conseils municipaux, allez voir vos régions. Il faut que nos territoires, que nos élus locaux disent merde. Nous ne devons plus accepter la violence contre les classes populaires. Parce que c'est une violence incroyable. Lorsque j'ai entendu cet homme qui disait oui, mais tu peux passer par une petite route où il n'y a pas d'appareil photo. Oui, on va contourner. On va contourner. C'est-à-dire, on ne peut pas placer les classes populaires dans l'illégalité. Il y a un minimum d'éthique. Et surtout, si on transgresse ça, c'est la fin de la République. Vous devez vous conduire en républicain. Et la République, c'est l'inclusion de tous. Mais attends, Alexandre Jardin, ça a été voté par qui, cette chère loi? Ça a été voté quasiment par tout le monde. Tout le monde, droite et gauche confondus. Mais dans un enthousiasme phénoménal. Donc, dites merde à cette classe politique. Contre la pollution, soi-disant. Dites leur merde. N'acceptez pas la fin de la République. On doit se conduire comme des républicains. Et la République, c'est ouvert à tous. Ça inclut tout le monde. On ne peut pas exclure les classes populaires. Donc, battez-vous dans vos communes. Demandez à vos communes, dans vos intercommunalités. Il faut que ce peuple n'accepte pas, parce que si vous acceptez ça, un jour, ça sera les critères 2, puis les critères 1. C'est-à-dire que vous allez accepter que des démons organisent l'exclusion sociale. Je veux dire, ayons un minimum d'éthique. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cette loi qui touche à la dignité des gens. Oui, c'est-à-dire, et vous dites, juste pour la dignité des gens. Pour appuyer ce que vous dites, Alexandre Jardin, ce qui est quand même extraordinaire, ça, parce que regardez quelques chiffres simplement. Donc, il faudrait verser, vous l'avez dit, au moins 20 000 € pour un nouveau véhicule. Mais il dit, mais les véhicules classés CRIT-R, CRIT apostrophe R AIR 3, qui seront interdits la circulation de la zone à faible émission du Grand Paris au 1er janvier 2025, donc ça y est, pour réduire la pollution de l'air, pourront déroger à ces nouvelles restrictions 24 jours par an. C'est ce que vous avez dit. Le passe-gueux, voilà, formidable. Le passe-gueux qui a été glorieusement... Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'origine, quand moi j'étais ado, les écolos, ils avaient des pulls qui grattent, ils bouffaient du fromage, ils étaient plutôt sympas. Oui, mais là... Et puis, progressivement, ce qu'on n'avait pas vu, c'est que ça allait devenir du contrôle social. Et au début, franchement, j'y croyais pas à ce délire. Sauf qu'on y est. Oui, sauf qu'on y est, absolument. Là, maintenant, on y est. Et on doit défendre notre peuple. Et oui, on doit surtout, parce que, juste un mot, un conducteur circulant avec une vignette critère 3 peut se rendre à Saint-Étienne, non mais c'est là où ça devient de la folie maboule, à Saint-Étienne sans problème, mais à seulement 60 km de là, dans l'agglomération lyonnaise, il devra demander une dérogation. Ça veut dire pourquoi jusque-là ça va, et après ça ne va plus. Il y a aussi un côté kafkaïen total, quoi. C'est Kafka, et en plus on ne sait plus. C'est-à-dire que vous ne savez jamais si vous rentrez dans une ZFE, et si c'est le cas, vous ne savez pas ce qu'ils appliquent, est-ce que les appareils photo vont fonctionner, est-ce qu'il y a des dérogations, est-ce que... Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, il va y avoir des pluies de PV. Des pluies, tout simplement parce que c'est automatisé, les reconnaissances des plaques. C'est vrai. Donc l'enfer est en route. N'acceptez pas. Et nous devons devons rester vous, ça passe par des démocrates. C'est vous, ça passe par aller dans les conseils municipaux, etc. Oui, battez-vous dans vos conseils municipaux. Lorsque vous êtes dans votre village et que vous croisez le maire, allez lui parler. Ils doivent prendre position. En fait, je demande aux élus locaux français de protéger le peuple. Bah oui, ça me paraît la moindre des choses. Mais en tant que républicain. Oui.
Mais dites-moi, il y a eu certains députés qui ont demandé la suppression des ZFE en 2023, et ça a été rejeté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a voté à une grosse majorité pour ces aides. C'est des tarés. Mais c'est ça qui est grave. Je veux dire, ne vous laissez pas embobiner, parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas envoyer le PV tout de suite. Genre, un an de grâce. Genre, on vous donne un peu de... Oui. Mais si nous acceptons, nous serons un peuple captif. Nous ne devons pas accepter que les gueux soient traités comme des gueux. Mais non, mais c'est incroyable. Non, mais de quoi on parle? Ces gens n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Oui, mais ça ne fait rien, ils se débrouillent. Non, le gueux doit imaginer 28 000 € sur son compte. Ben oui. Ils doivent tomber du ciel. Ça doit tomber du ciel. Et en plus, quand on regarde d'un peu près comment sont fabriquées les batteries, les usines de cobalt, les usines de lithium, tapez, allez voir sur les réseaux, usines de lithium, usines de cobalt. Notamment au Congo et ailleurs. Au Congo, c'est un cauchemar qu'on alimente. Donc, soyons un peu plus responsables et en aucun cas, l'écologie ne doit devenir un combat contre le peuple. Ça ne peut pas être une guerre contre le peuple. C'est intéressant parce que vous savez, c'est toujours pareil aujourd'hui, vous avez vu, parce que les gueux sont aujourd'hui très cornérisés, et au nom du bien toujours. Là, c'est au nom de la pollution, au nom du bien. Mais toutes les saloperies dans l'histoire humaine se font toujours au nom du bien. Ouais. Puisque celui qui fait une vraie saloperie, et là c'est vraiment contre la République, c'est vraiment contre le peuple, tout ça est fait toujours au nom du bien. La manipulation de la morale, c'est le début de l'enfer. J'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que moi j'avais un grand-père d'IRCAP de Laval, et Vichy, ça a marché comment? C'était un déluge de morale. C'est vrai. Profession de morale tout le temps. 24 heures sur 24. Toutes les saloperies se font au nom du bien. Vous avez le type ou la fille qui arrive et qui dit « oui, mais le bien ». La vérité, elle est assez simple. Nous sommes le pays avec 1% de la pollution mondiale le moins polluant. Totalement. Tout simplement parce que... Totalement. Bon, tout simplement parce que nous avons des centrales nucléaires. Le moins de CO2, voilà. etc. Le moins etc. de CO2. Enfin, bon. Donc, ce qui est vrai, c'est que la voiture électrique à dose homéopathique peut être bonne pour l'air dans les villes, mais globalement, c'est catastrophique pour la planète. Totalement. Avec les batteries de lithium et compagnie. Et en plus, on est en train d'organiser la mise à la casse, ce qui est un délire anti-écologique, la mise à la casse de millions de véhicules. Oui, les voitures thermiques doivent disparaître en 2030, 2035. Donc, on est dans un délire au lieu de recycler. Enfin, bref, on est chez les fous. Mais surtout, il y a un... Merde! On doit rester une république. On doit rester un grand peuple, avec des valeurs. On doit inclure nos populations. Ouais, il y a des efforts à faire en tout cas, mais vous savez, juste une chose, il y a 13 pays européens qui ont effectivement demandé d'immatriculation des voitures. 13 pays européens par rapport au monde, qu'est-ce que c'est? Je crois que nous avons un auditeur. On a un appel de Jacques qui vient de Mulhouse. Oui, bonjour Jacques. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. De bonne année, j'écoute très souvent vos émissions, je suis un fan. Merci. Alors moi, je voudrais vous signaler les bêtises de l'histoire des vignettes critères. J'ai donc une Clio 2 de 2002, donc une voiture qui est parfaitement entretenue et que j'ai fait transformer pour consommer du bioéthanol. Oui. Et donc du carbone circulaire, et on sait que le bioéthanol n'émet pas de polluants, mais n'émet pas de particules. Eh bien, malgré tout ça, ma voiture reste en critère 3 et je suis exclu des centres-villes. Ah, mais vous, est-ce que vous avez fait état en disant, écoutez, voilà ce que, malgré ça, vous êtes critère 3? Est-ce que vous avez fait état, vous en avez parlé, vous avez protesté ou c'est pas possible? Oui, j'en ai fait état, puisque de toute façon, on est obligé de donner sa carte grise quand on se fait modifier sa carte grise quand on change de carburant. D'accord. Voilà, et le critère 3 continuait à m'être attribué. Ouais, c'est en fonction de l'année et pas en fonction du taux de pollution. Ah oui, c'est ça, c'est en fonction de l'année et pas en fonction du taux de pollution. Encore une aberration d'intelligence, hein, Alexandre. Ça rappelle l'Union soviétique. C'est-à-dire, voilà. C'était le moment où la bureaucratie édicte des règles qui font fi du réel et du réel des gens. Là, monsieur vient de parler d'un cas très concret où on voit bien que c'est de l'ordre du délire. Mais moi, j'attire vraiment... au-delà des délires qui vont apparaître par millions,
il y a une question de principe. Est-ce qu'on reste une république ? Ou est-ce qu'on accepte d'avoir des sous-citoyens ? La discrimination, voilà, de la discrimination. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Donc, je demande vraiment aux gens, battez-vous dans vos conseils municipaux, avec vos élus. Parce que dans la réalité, les communes et les régions sont très emmerdées avec ce truc. Elles sont très emmerdées parce qu'elles sont contraintes par la loi. Bien sûr. Mais eux, ils vivent avec les gens. C'est sûr. Donc, et puis dans leur conseil, ils savent bien, ils ont des gueux. Vous savez, juste un mot, Alexandre Jardin, je rappelle qu'en 2022, en France métropolitaine, ce sont les chiffres officiels, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Le taux de pauvreté en France est de 14,4%, au sens des critères. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent éliminer ? C'est la haine du pauvre. Ouais. Ça suffit. Eh bien, écoutez, voilà, ce que vous dit Alexandre Jardin, c'est... ça suffit. Allez dans vos conseils municipaux, basta cosy. Être citoyen, à un moment, il faut se lever. Parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans quelques instants, dans quelques minutes, nous allons parler évidemment de Charlie Hebdo. Triste, lugubre anniversaire, mais nous allons en parler. Et je crois que Maud, faudrait peut-être que les lecteurs aussi participent. Oui, n'hésitez pas à réagir et à appeler la radio au 08 26 300 300 pour nous donner vos témoignages. Comment avez-vous vécu ce dramatique événement il y a 10 ans et qu'est-ce que signifie être Charlie pour vous ? Vous pouvez nous appeler en deuxième partie d'émission. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars. Eh oui, il me semble que les merveilleuses chansons d'Aznavour. Alors, il semble que la misère aussi ait d'autres caractéristiques. Lesquelles ? Non, ce n'est pas la précarité, la promiscuité, la faim, le froid. Non. Sandrine Rousseau, toujours elle, la députée, la merveilleuse députée. Honnêtement, sans elle, je ne sais pas ce que nous ferions pour les perles, pour les huées, pour les bravos. Eh bien, a compris pourquoi on votait. Pourquoi les gueux. Non, c'est pas les gueux. Pourquoi les pauvres et comment les pauvres votaient. Écoutez. Mais j'en tire la conclusion que la misère génère le Rassemblement national, enfin ça partout, tout le temps. Et dès que les gens se sentent isolés, dès que les gens se sentent oubliés des politiques publiques, dès que les gens ont l'impression d'être des sous-citoyens, d'être éloignés de toute politique publique et des discours publics, eh bien oui, c'est un terreau fertile pour le Rassemblement national. Et Mayotte est l'exemple type de cela. Formidable, mais écoutez, vous parlez d'or, Sandrine Rousseau, vous parlez d'or. Mais la question que vous voudriez vous poser, c'est que vous appartenez au Rassemblement de gauche, et je crois que la gauche, je pense, historiquement a toujours été pour le peuple, pour les pauvres, pour les assistés, et les non-assistés surtout, et non-assistance à personnes en danger. Qui était là, la générosité ? Eh bien, c'était vous, le nouveau Front populaire, qui n'a pas grand-chose à voir avec celui de 1936, mais passons. Mais alors pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout de votre raisonnement ? Si les pauvres, comme vous dites, parce qu'il n'y a plus de politique publique, parce qu'on ne s'occupe plus d'eux, parce qu'on les laisse passer par pertes et profits, parce qu'on les refile au magasin des accessoires, eh bien parce que tout ça, eh bien vote Rassemblement national ? Mais la faute à qui ? La faute à qui ? Chère Sandrine Rousseau, vous et vous, semblables du nouveau Front populaire, puisque vous n'êtes ni nouveau, ni Front, ni populaire. Est-ce que vous poserez à un moment donné la question ? Je vous assure que c'est une question qui mérite d'être posée et énoncée. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça, c'était la grande internationale, l'espoir des travailleurs. Mais notre président bien-aimé, Emmanuel Macron, a trouvé une autre internationale. Il l'a senti venir et d'après lui, elle est venue. Cette autre internationale, c'est Elon Musk, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal.
Écoutez le président de la République. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Alors là, c'est très intéressant, parce que vous avez vu la tempête qu'a déclenché effectivement Elon Musk, multimilliardaire, qui a parlé et nous en avons parlé hier dans cette émission, qui a soulevé l'affreux scandale, l'horreur de ces milliers de jeunes filles de 10, 11, 12, 13 ans, massacrées, torturées, tabassées pendant 20 ans dans 5 à 6 villes anglaises, avec la complicité, la lâcheté et le silence des médiatico-politiques, de la justice et de la police. Eh bien, il l'a dénoncé, et évidemment, comme il a X, tout ça, il a des millions d'abonnés, des dizaines de millions d'abonnés. Alors ça fait un peu mal. Et puis il dit effectivement sur l'Allemagne aussi, il va demain donner la parole à la représentante de l'AfD, parti la droite dure en Allemagne. Et ça suffit pour que le cœur dise, voilà, ça y est, c'est l'international réactionnaire. Formidable, mais dites-moi, je n'entendais pas de la part de toutes ces bonnes âmes, qu'elles soient politiques, médiatiques ou autres, quand Monsieur Bill Gates subventionne le journal allemand Der Spiegel, avec des millions de dollars, je n'ai pas entendu quand l'Open Society de George Soros, le célèbre George Soros, aussi célèbre que le Microsoft de Bill Gates, eh bien, les deux organisations ont donné respectivement au Conseil de l'Europe près de 1 400 000 € en 2004 et 2013, et près de 690 000 € en 2006 et 2014. L'Open Society subventionne énormément d'organisations, si vous voulez, pro-immigrationnistes et autres. Black Lives Matter était subventionné, entre autres, par Soros. Soros a donné des centaines de milliers de livres sterling aux anti-Brexit, aux gens qui étaient contre, effectivement, le départ de Londres, départ de l'Angleterre, de l'Union européenne. Bah, très bien, mais alors ça... Alors, et ça ne s'appelle pas de l'interférence, non, ce sont peut-être des dons, non, c'est peut-être de la charité, c'est peut-être quoi? C'est peut-être n'importe quoi, non? Est-ce que vous ne croyez pas quand même à un moment donné qu'il faut arrêter cela? Il faut arrêter d'avoir 2 poids et 2 mesures dans cette hypocrisie. Musk, effectivement, dit ce qu'il pense, il a totalement le droit de le penser, et nous, chacun de nous dit ce qu'on pense. Ah non, mais ça, c'est pas la liberté, c'est X, c'est terrifiant, c'est X, c'est classé X. Voilà, ça s'appelle les 2 poids et 2 mesures. Vous savez, l'indignation à géométrie variable. André Berkoff, on vous retrouve dans un petit instant, juste après la publicité. N'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir au 08 26 300 300 pour nous apporter votre témoignage sur Charlie Hebdo, la façon dont vous avez vécu cet événement tragique il y a 10 ans. Qu'est-ce que signifie être Charlie pour vous? Vous pouvez appeler le 08 26 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Nous sommes effectivement en face à face, et on est heureux d'accueillir, comme d'habitude, quand on le reçoit, Yvan Rioufol. Il nous en parlait effectivement de Charlie Hebdo, notamment, bien sûr, et vous aussi, auditeurs, hein, vous aussi, résistants et résistantes de Sud Radio. Et nous allons aussi évoquer quelqu'un qui vient de mourir, Maude. Oui, Jean-Marie Le Pen, le cofondateur du Front National, vient de mourir, on vient de l'apprendre, il avait 96 ans. Alors Yvan Rioufol, peut-être que justement parlons un peu de Jean-Marie Le Pen. Intéressant parce que, bon, tout au long de sa vie, il a été mis au pilori, il a été traité de tous les noms, il était vraiment le grand diable, le monstre de Moloch. Et puis là, il s'en va, je ne sais pas comment, on verra un peu les horizons funèbres, mais c'est autre chose, mais il s'en va à 96 ans, après une vie bien remplie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, rétrospectivement, de ce destin assez étonnant ? Ce qu'on peut en dire, c'est que ses yeux se ferment alors que les yeux s'ouvrent. C'est-à-dire que lui, pendant très longtemps, a décrit le réel
en étant diabolisé, avec également de sa part des grandes maladresses qui ont fait retarder les sujets qu'il abordait, mais les sujets qu'il abordait étaient des sujets réels, à savoir l'immigration de peuplement, l'islam radical, la fragilité de la cohésion nationale, tout ceci. Il faut le reconnaître, est à mettre au crédit de Jean-Marie Le Pen depuis maintenant 50 ans. Cela fait 50 ans qu'il est le lanceur d'alerte. Simplement, ce qu'on pouvait lui reprocher à l'époque, c'est d'avoir rendu ces sujets inabordables par une série de maladresses qu'il avait pu porter, mais qui ont été aggravées également par un conformisme. Mais quelquefois inaudibles, enfin des jeux de mots un peu faciles. Oui, bien sûr, mais l'heure n'est pas pour l'instant à la critique, mais il faut quand même remarquer que malgré tout, si on prend un peu plus de recul, un peu plus de hauteur, il a eu raison. Il a eu raison sur beaucoup de sujets sociétaux, il a eu raison d'alerter sur la grande fragilité de la nation ouverte. Et c'est ceci qui apparaît maintenant aujourd'hui aux yeux du plus grand nombre. Et il meurt alors que sa propre fille maintenant est au top 10 ou en 11e position des personnalités préférées des Français. Jordan Bardella est en 10e position. Je parle du classement JVD qui a été publié dimanche. Et que l'on voit qu'aujourd'hui, toutes ces idées souverainistes, toutes ces idées qui étaient considérées comme étant pseudo-fascistes avec une bêtise accablante sont des idées qui sont maintenant plébiscitées parce qu'il y a maintenant beaucoup de Français qui comprennent ce qu'est effectivement ce qu'étaient ces alertes-là et ce qu'est devenu la réalité 50 ans après. C'est-à-dire qu'on a perdu 50 ans. Si on avait bien voulu écouter Jean-Marie Le Pen depuis 50 ans, en passant outre naturellement ces dérapages et ces outrances, notamment antisémites, ou présumés antisémites, je ne sais pas s'il lui-même était antisémite, je ne vais pas faire son procès, on aurait gagné beaucoup de temps. Voilà. En tout cas, une chose est certaine, c'est que, évidemment, avec des si, vous savez il fallait peut-être passer par tout cela pour aboutir où on en est. Ça, évidemment, personne ne le saura. C'est conditionnel. Mais justement, ça coïncide. Alors, c'est ça qui est intéressant, Yvan Rioufol, ça coïncide avec les 10 ans du massacre de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher et autres, et quelques mois avant les 10 ans du Bataclan, enfin du meurtre de masse, là on peut le dire, au Bataclan, novembre 2015. Est-ce que vous voyez non pas un lien, mais quelque chose qui fait que cette société, on se dit 10 ans après, vous vous rappelez, il y avait eu les manifestations, 4 millions de Français dans les rues de toutes les villes de France, je suis Charlie, etc. À votre avis, on en est où aujourd'hui, 10 ans après ? Malheureusement, on a régressé. On a régressé parce que l'on n'a pas voulu analyser depuis 10 ans, depuis même 13 ans, parce que n'oublions pas 2012 et les assassinats de Merah. Mohamed Merah, oui. Qui avaient commencé. Déjà, c'était déjà un premier djihadisme. Et nous n'avons pas voulu analyser, nous, collectivement. Enfin, nous étions quelques-uns à l'avoir fait, bien entendu, dont vous étiez aussi. Mais ce que représentait le totalitarisme islamique, c'est-à-dire cette idéologie totalitaire, anti-juive, anti-occidentale, anticapitaliste. C'est pour cela que ça a résonné agréablement aux oreilles de l'extrême gauche. Et on n'a pas voulu analyser cette idéologie au prétexte de ne pas tomber précisément dans le racisme. Et c'est l'idéologie antiraciste qui a rendu inaudible Jean-Marie Le Pen et qui a rendu inaudibles les lanceurs d'alerte de l'époque qui demandait, qui sommet de bien regarder ce qui se passait sous nos yeux à travers ces attentats. Ces attentats n'étaient pas simplement la revanche d'opprimés ou simplement des actes de cinglés, c'était effectivement une idéologie islamiste, l'islam radical, une déviance de l'islam, mais l'islam malgré tout, qui s'en prenait à travers des caricaturistes, des journalistes, mais à travers également des juifs, à travers plus généralement ensuite la population des bistrots, rappelez-vous les terrasses, le Bataclan, qui s'en prenait à un mode de vie, qui s'en prenait à l'Occident. Et moi je fais procès d'abord d'une régression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10 ans après, on voit que l'islamisme s'est infiltré encore davantage dans les territoires perdus de la République. Il y a bien c'est-à-dire dans les cités d'immigration. Perdu pour certains et conquis par d'autres. Conquis par d'autres. Et c'est infiltré territorialement et c'est infiltré dans les esprits, plus gravement dans les esprits. Moi, j'ai toujours en tête ces sondages épouvantables qui montrent que maintenant, à 60%, 70%, la jeunesse musulmane est plus réceptive à la charia, c'est-à-dire à la loi islamique, qu'à la constitution française. Et donc, il y a eu tout ce temps perdu, tout ce gâchis qui ont été une série de renoncements au prétexte de bons sentiments, de ne pas stigmatiser, de ne pas faire d'amalgame, d'éviter l'islamophobie, etc. Enfin, toutes ces vertus qui ont été instrumentalisées d'une manière très intelligente d'ailleurs par les minorités, et singulièrement par les minorités les plus quérulentes, les minorités qui en voulaient
le plus à notre modèle de vie et singulièrement à cet islam politique. Mais ce qui est intéressant, donc nous avons perdu une bataille. Oui, mais on n'est pas les seuls à avoir perdu. Enfin, si vous dites qu'on a perdu une bataille, ça va peut-être plus loin. Vous avez vu, hier, nous avons parlé très très longuement de ce qui a été révélé, qu'on savait déjà, mais qui a été révélé de manière mondiale par Elon Musk sur ce qui s'est passé en Angleterre. Et ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui est fascinant, et je voudrais justement avoir votre avis sur la question, c'est que ça a duré 20 ans. Depuis les années 80, pendant 10 ou 20 ans, on a massacré, torturé, mis en esclavage, en prostitution, des filles de 11, 12, 13 ans, 14 ans en Angleterre, des filles évidemment anglaises dites de souche, plutôt appartenant aux classes populaires d'ailleurs, familles décomposées, par des gangs de Pakistanais, d'Indo-Pakistanais, et on n'en parlait pas, et c'est extraordinaire parce que justement il fallait pas passer pour raciste parce que c'était des racisés. Donc ni la police, ni ordre avait été donné à la police de passer dessus, ni les médias, ni les politiques, ni les départements de justice n'en parlaient. C'est-à-dire, c'est toujours la peur, oui, mais on va passer pour des racistes, donc on n'en parle pas. Oui, il faut faire le procès non pas de l'antiracisme, naturellement, l'antiracisme est tout à fait respectable, nous sommes tous antiracistes, mais faire le procès de l'idéologie antiraciste qui a amené à des perversions, en fermant les yeux sur ces viols de masse, qui d'ailleurs incite également toutes les féministes soi-disant universalistes à se mobiliser sur les viols de Mazan, et on le comprend bien, elles ont bien raison, mais à ne rien dire, et encore maintenant, alors que les révélations s'accumulent, à ne rien dire, assourdissant des féministes. Encore maintenant, les féministes ne disent rien. Et donc cet antiracisme-là a cautionné ce sexisme et cette brutalité, et bien plus que ça, ces crimes sexuels, mais plus que ça, l'antiracisme a protégé également le nouvel antisémitisme. C'est encore ceci qui est le plus aberrant, parce que dès les années 2000, le nouvel antisémitisme des cités qui étaient liées à la deuxième intifada en Israël a fait en sorte que les juifs des cités françaises soient contraints de quitter ces cités-là pour se protéger de leur propre sécurité. Or, dès cette époque-là, dès les années 2000, où je m'en souviens parfaitement pour l'avoir décrit à plusieurs reprises, les grands mouvements antiracistes, SOS Racisme, la LICRA, tout ce que vous voulez, s'étaient tus également pour ne pas stigmatiser, pour ne pas montrer du doigt. C'était à l'époque, le slogan était « On ne montre pas les banlieues du doigt ». Je m'en souviens parfaitement parce qu'on m'en faisait le reproche, alors que moi, comme d'autres, disions qu'il y avait quand même quelque chose d'ahurissant à voir que des juifs quittaient des cités sous ce nouvel antisémitisme qui ne voulait pas être nommé par les antiracistes. Donc les antiracistes ont protégé des crimes sexuels et les antiracistes ont protégé le nouvel antisémitisme. Et on en est là, et vous avez raison de montrer que grâce à Elon Musk, dans le fond, et grâce à la libération de la parole qu'il apporte lui-même à travers son formidable réseau X, tous ces crimes-là, qui étaient des crimes, moi-même j'en ai parlé dans mon blog dans les années 2017, j'avais même pris la défense de Tommy Robinson à cette époque-là, qui est ce journaliste britannique qui, dès cette époque, avait été mis en prison dans l'indifférence générale. Et je me souviens d'avoir fait un blog en 2017 en disant silence, ou quel était le titre, silence sur un journaliste mis en prison. Et il y a eu cette aberration de notre propre corporation, des journalistes, à ne pas vouloir défendre une liberté d'expression et un authentique lanceur d'alerte qui, effectivement, a été considéré maintenant comme étant un voyou et avec le 1000 procès qui l'accable, alors que son principal défaut a été de dire les choses. Et comme aujourd'hui, un certain nombre de bonnes âmes refusent de défendre Boualem Sansal, emprisonné actuellement en Algérie depuis novembre. Il a 80 ans, il a un cancer. À part ça, alors évidemment, beaucoup de gens, et heureusement, ont pris sa défense et travaillent à sa défense, mais vous avez un certain nombre de gens, oui, mais enfin, vous comprenez, faut faire attention, voilà. C'est toujours le oui mais. Et pour Boualem Sansal, si vous écoutez bien les arguments qui sont développés maintenant pour ceux qui ne veulent pas le défendre ou qui ont des réticences à le défendre, et il commence à être dit que Boualem Sansal, dans le fond, penchait plutôt vers l'extrême droite, et au prétexte que Boualem Sansal critiquait l'islam, dont il ne faisait pas la différence, qu'il ne différenciait pas de l'islamisme. Et donc, à chaque fois que vous brandissez cette accusation en extrême droite, et Dieu sait si Le Pen en a été naturellement la cible, c'est que vous voulez taire
précisément des réalités dérangeantes. C'est vraiment le vieux procédé stalinien qui est appliqué depuis le communisme. Rappelez-vous, ceux qui dénonçaient les goulags de l'époque ou qui dénonçaient les crimes communistes étaient également considérés comme étant d'extrême droite pour leur clouer le bec. C'est très intéressant. C'est le même procédé qui est appliqué aujourd'hui et dont souffre maintenant Boualem Sansal, parce que Boualem Sansal, naturellement, n'a rien d'extrême droite. C'est un intellectuel français, franco-algérien, mais français très récemment, et beaucoup plus français qu'algérien dans sa liberté d'expression, dans son esprit voltairien. Et c'est cet esprit voltairien que l'on veut faire taire. Et je trouve que même l'Élysée est d'une prudence de sioux, pour ne pas dire d'une lâcheté accablante, à ne pas vouloir briser les reins de ce régime. C'est ce que dit Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Il est très courageux de le dire. Oui. Cela dit, écoutez, il faut comprendre aussi, c'est pas pour défendre le président de la République ou les autorités françaises. Il y a aussi des négociations, et peut-être ces négociations gagnent à... Vous savez, l'important est que Boualem Sansal sorte de prison et soit libéré. Donc si peut-être le silence des négociations peut aider à cela, tant mieux. Sinon, évidemment pas. Mais je voudrais qu'on revienne à Charlie Hebdo. Avant cela, on va prendre une petite pause et puis nous allons continuer. N'hésitez pas, chers auditeurs, je vous coupe, André, à appeler le 08 26 300 300 pour réagir et nous adresser vos témoignages au sujet de Charlie Hebdo. Yvan Youfol, alors Charlie Hebdo, donc vous dites on a régressé, mais quand même il y a, vous donniez un certain nombre de sondages, mais il y a des sondages, justement on a parlé là hors antenne avec notre ami de l'IFOP, des sondages IFOP, quand même la laïcité, pour la liberté d'expression, le combat pour la liberté d'expression est quand même, selon les sondages, encore une fois, favorisé par une majorité de Français. Ah mais oui, bien sûr, mais moi je vous parle de la lâcheté de l'État, je vous parle de la lâcheté de l'establishment, de l'intelligentsia, de tous ceux qui sont de cette France d'en haut. C'est cette France d'en haut qui a rendu les armes depuis plus de 10 ans face à l'islam pour ne pas avoir voulu regarder... Face à l'islamisme, disons. Face à l'islam et face à l'islamisme, en tout cas face à l'islam politique. C'est cette France d'en haut qui a été capitularde. Mais en effet, et c'est d'ailleurs pour cela que je suis relativement optimiste malgré tout, j'observe comme vous que l'opinion, au contraire, et c'est radicalisé même. C'est radicalisé dans une sorte d'intolérance à toutes d'abord aux intolérances. Aux intolérances, bien sûr. C'est ceci qui me fait dire que nous pouvons nous en sortir, mais simplement nous nous en sortirons simplement si nous acceptons d'abord de désigner ce qu'est aujourd'hui l'islamisme. Or, vous remarquerez, nous allons rendre hommage maintenant à toutes les victimes de 2015, singulièrement au Bataclan. Par exemple, les plaques commémoratives au Bataclan notamment sont pour dire souvenir à tous ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes, mais on ne dit pas qu'ils étaient ces terroristes. On n'ose toujours pas, même sur les plaques commémoratives, dire que c'était des terroristes islamistes, alors que sur toutes les autres plaques parisiennes, quand vous avez des petites plaques pour les fusillés des nazis, on dit fusillés par les nazis. Donc il n'y avait pas cette prévention-là pour désigner les nazis. Or, cela reflète quand même, malgré tout, la réticence que nous avons encore aujourd'hui à désigner l'islamisme de peur d'avoir à stigmatiser des musulmans. Alors, naturellement, il me semble que tous les musulmans ne peuvent pas se reconnaître. Il y a des musulmans qui se reconnaissent dans l'islamisme, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne se reconnaissent pas. Et donc, c'est à ceux-ci qu'il faut s'adresser. Et puis, la deuxième chose qui m'horripile et qui en fait m'effraie, c'est de voir la grande connivence, que ça a déjà été dénoncé, bien entendu, mais de l'extrême gauche vis-à-vis de cette idéologie, parce que l'extrême gauche a cru voir dans le musulman le nouveau damné de la terre, dans l'islam révolutionnaire une sorte d'ersatz d'un communisme qui serait un communisme avec Allah en plus. Et nous avons vu que cette infiltration de l'idéologie auprès des jeunes esprits faibles, notamment musulmans, a été favorisée également par les exemples des appareils politiques de l'extrême gauche, de la France insoumise, mais également du Parti socialiste de M. Faure, qui, par antisionisme, qui, par exaltation des minorités, a fait en sorte, en effet, de rendre impossible... Mais Yvan Youfol, je crois que vous oubliez une dimension non négligeable, l'électoralisme.
je veux dire, il y a quand même, il pense, à mon avis, à tort, mais parce que effectivement, il pense, si vous voulez, l'idée, c'est oui, mais vous comprenez, il y a une population musulmane de temps, en assimilant tous les musulmans, sont eux, en fait, qui assimilent les musulmans des islamistes radicaux, en disant, oui, mais alors il faut flatter ça, comme ça on a 70% des... Or, pour moi, c'est un racisme total. C'est-à-dire, les musulmans sont tous les mêmes, donc en flattant cela, on va avoir le vote musulman. C'est quand même assez aberrant aussi. Oui, c'est aberrant, mais oserais-je dire que malheureusement, ça risque de marcher. C'est peut-être ça aussi, parce qu'en effet, vous avez raison, il faut dissocier les musulmans de cette idéologie-là. Et moi, j'appelle à nouveau, j'avais suscité une polémique il y a 10 ans, jour pour jour, à RTL, en demandant aux musulmans de sortir dans la rue afin de montrer qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cette idéologie qui tue au nom d'Allah. Cela m'avait valu, à l'époque, sur le plateau de RTL, de On refait le monde, tous les reproches de ceux qui débattaient avec moi. Je ne comprends toujours pas pourquoi, parce que je dirais exactement la même chose maintenant, et je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps. Et je pense qu'il y a en effet une lâcheté à vouloir flatter un électorat, d'autant que j'entendais l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, Xavier Driancourt, nous dire qu'il y avait maintenant, selon lui, 6 à 7 millions de franco-algériens en France. Moi, je pensais que c'était 2 à 3 millions. Lui assure que c'est près de 10% de la population française. Donc 10%, ça fait un électorat. 10%, ça fait une élection. Et d'ailleurs, peut-être vous souviendrez que François Hollande avait été élu, avait-on dit, grâce aux voix musulmanes qui s'étaient portées sur lui très prioritairement contre Nicolas Sarkozy. Donc aujourd'hui, même le fait de l'immigration de peuplement a fait que, même s'il n'y a pas de grand remplacement visuel et palpable, ce grand remplacement dont parle d'ailleurs Daniel Cohn-Bendit dans une interview. Que ça vous a plu, ça. Oui, ça m'a bien plu parce qu'il commence à prendre les mots des adversaires, c'est-à-dire qu'il commence à admettre qu'il a perdu, que ce grand remplacement est en train de bouleverser malgré tout la sociologie politique de la France. Et donc nous découvrons aujourd'hui, après avoir été les yeux grands fermés, nous découvrons quelle est la somme de désastres que les prétendus observateurs, les prétendus vigies n'ont pas voulu voir. Parce qu'elles étaient visibles, naturellement. Ce qui est étonnant, effectivement, on fait la somme toujours des aveuglements, de tout ça. On a l'impression, il faut relire le Marc Bloch, Les tranches des fêtes. En 40, il est plus que temps, oui. Il est plus que temps. Parce que effectivement, les mêmes mécanismes se reproduisent, c'est-à-dire d'essayer de ne pas comprendre, de ne pas voir quelles sont les nouvelles réalités, de se dire que l'on va puiser dans le passé, dans les vieilles techniques du passé pour appliquer des comportements modernes. Non, on est en train de... C'est un bousculement. Nous vivons la fin d'une époque, la fin d'une idéologie, fin du mondialisme, pour aller vite, avec une résurgence aujourd'hui de tous qui représenterait la souveraineté, l'enracinement, la quête d'identité, les protections, les frontières. Enfin, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, alors même que Jean-Marie Le Pen, précisément, s'éteint avec ce monde qui s'ouvre, un monde qu'il avait lui-même défendu. Et donc, c'est ceci que nous vivons. Donc, ce qui est intéressant, justement, Yvan Rioufol, c'est que qui, aujourd'hui, se proclame et se défend souverainiste, que ce soit de Poutine à Le Pen, en passant par Xavier Milei ou Fico ou Orban, peu importe ce qu'on pense, on n'est pas. Mais il y a aujourd'hui des revendications un peu partout de souverainisme, de patriotisme et d'identité. Mais oui, qui explose. Quoi. Il est intéressant de voir que le président canadien Trudeau, enfin non, il n'était pas président, il était, je sais plus, Premier ministre canadien Trudeau démissionne. Alors Trudeau, c'était le symbole du multiculturalisme, de la bienveillance, du wokistan, c'était le wokistan. Et donc le wokistan assume son échec en démissionnant, tandis que l'on voit apparaître maintenant des personnalités comme Elon Musk, qui elles, au contraire, sont en train de s'affirmer face à face à l'hégémonie de Soros, qui était l'hégémonie de la société ouverte, du mondialisme, etc. Et dont personne ne parlait des interférences. Et qui avait des interférences très fortes dans tous les pouvoirs et dans toutes les nations. Personne ne s'en offusquait, et maintenant on s'en offusque, parce que Elon Musk est en train de supplanter et de suppléer, effectivement,
la démocratie, Davos et tout ce que représentait cette mondialisation. Nous vivons la fin de la mondialisation aveugle, la fin de cette idéologie mondialiste qui a voulu qu'il n'y ait plus de frontières, plus d'identité, plus de religion, que tout était remplaçable. Naturellement, c'était des violences qui étaient vécues par tout le monde. Et vous comme moi, nous avons dénoncé ça comme des aberrations depuis maintenant 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, on voit effectivement que nous n'avions pas tort, en tout cas. Même s'ils n'ont peut-être pas eu raison sur tout, nous n'avions pas eu tort sur ceci. Et ce qui est très intéressant, Yvan Rioufol, aujourd'hui, c'est de constater effectivement que nous avons une réalité, si vous voulez, au fond, on a l'impression que pendant des décennies, le réel a été écarté au profit du narratif. Chacun avait son narratif, pour des raisons que l'on connaît bien, c'est-à-dire les questions d'intérêt et autres. Donc ce qui compte, et on l'a vu sur le Covid, on l'a vu sur la guerre Russie-Ukraine, on l'a vu sur le climat, il y a mon narratif qui compte, la réalité, ça ne compte pas. C'est ça un peu qui s'est passé, y compris sur l'histoire de Charlie Hebdo et la France. Nous vivons l'échec des idéologies, de toutes les idéologies, l'idéologie antiraciste, l'idéologie scientiste pour le Covid, l'idéologie mondialiste, tous ces prêts-à-penser qui, depuis 40 ans, nous ont dit que ces idéologies allaient faire de notre bonheur malgré nous, ont créé des malheurs et des désordres, voire même des désastres concernant l'idéologie antiraciste dont nous parlions tout à l'heure. Donc, en effet, nous vivons un coup d'état perpétuel des réalités. Nous vivons la revanche des réalités. Les réalités sont têtues et les réalités nous montrent aujourd'hui qu'elles ne rentrent pas dans les cases des idéologues qui ont voulu casser les faits, trafiquer les faits, désinformer le plus souvent pour que tout ceci rentre dans leur récit. Et aujourd'hui, ça leur pète à la gueule. Et je suis bien content que ceci arrive enfin. Cela a mis du temps, mais je pense que ceci maintenant est devenu inexorable. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus revenir en arrière. Et il me semble que nous vivons là, après l'avoir annoncé pendant très longtemps que nous allions vivre une période révolutionnaire, nous sommes dans cette période révolutionnaire. Revolvere, en prenant son étymologie latine, revolvere qui revient en arrière. C'est-à-dire, nous allons revenir effectivement faire un grand retour quasi réactionnaire, pour reprendre le terme du président de la République qui reproche à Elon Musk d'avoir de susciter l'international réactionnaire. Moi, je me félicite effectivement qu'il y ait une internationale réactionnaire dans la mesure où la réaction est précisément à une réaction politique à toute une série de dérives. Et donc, s'il y a une réaction, c'est que nous ne dormons pas. Écoutez, ça me fait plaisir en tout cas de voir Yvan Rioufol pour une fois qui n'est pas sceptique et décliniste. C'est rare. Ah non, mais j'ai toujours eu beaucoup d'optimisme sur la réactivité de la société, parce que je la côtoie comme vous, et je vois bien que les gens ne parlent pas comme la pensée publiée. La pensée publique n'est pas la pensée publiée, pour reprendre ce qu'avait dit Maffezoli. Très joli. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Eh bien, Yvan Rioufol, justement, aujourd'hui on parle et on commémore les 10 ans, mais 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout ce qui s'est passé, cette espèce, les horreurs qui continuent, bon. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que au-delà, effectivement, de l'histoire Charlie Hebdo, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette espèce de dangereux rétrécissement des libertés publiques? Je m'explique. Au temps de De Gaulle, c'est vrai que la radio et la télévision publique, c'est la voix de la France. Il y avait, vous le savez très bien, vous savez ça aussi bien que moi, mieux que moi, Alain Perfit avait la ligne rouge avec le directeur de l'RTF, etc. Mais la presse écrite était extrêmement violente, vous la connaissez, vous l'avez vécue et actée. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce de... Alors, il y a les réseaux sociaux d'un côté et le conformisme d'une certaine presse de l'autre. Oui, bien sûr. Il y a eu une régression de la liberté d'expression, en tout cas dans les médias mainstream et dans le discours commun. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'islamisme qui a terrorisé la libre expression. Même le président de la République lui-même fait la guerre aujourd'hui aux réseaux sociaux qu'il veut mettre sous surveillance, parce que les réseaux sociaux représentent aujourd'hui une parole libre qui contourne précisément les monopoles officiels, qui contourne le récit médiatique, le récit politique. Et moi, j'engage et je suis très content de voir
au contraire, que Elon Musk a décidé de casser la baraque et de faire libérer toute cette parole démocratique qui a à s'exprimer et qui refuse précisément d'avoir à subir le monopole de ce politiquement correct. Parce qu'en fait, c'est un avatar du politiquement correct qui interdit, à mille prétextes, de parler non seulement des minorités, mais également de faire en sorte de ne pas alimenter des haines sans que la haine soit définie, ou de ne pas alimenter des appels à la je ne sais quoi, à la révolte, le woke, etc. Et donc nous vivons depuis très longtemps une régression démocratique que je dénonce depuis longtemps, une régression démocratique qui fait même dire dans les vœux d'Emmanuel Macron qu'il regrette les décisions électorales qui ont été prises en Roumanie, en Bulgarie, je ne sais plus dans quels autres pays. Oui, on annule des élections parce qu'elles ne sont pas conformes à ce que désirerait l'Europe et sa prétendue vision démocratique, alors que ce sont malgré tout des peuples qui se prononcent. Et donc nous vivons là une régression démocratique, et je suis heureux de voir que parmi la réactivité de l'opinion, il y a une réactivité également en l'occurrence d'un milliardaire, d'Elon Musk. Enfin, nous avons vu qu'il y avait des milliardaires qui pouvaient participer à la liberté d'antenne et à la liberté de leur zone de confort. Qui sortent de leur zone de confort. Et moi, je leur rends grâce, parce que c'est grâce à eux que nous allons retrouver leur liberté. Et moi, j'appuie ce combat d'Elon Musk contre l'Union européenne. Non pas de tout dire sur les réseaux sociaux. Nous savons bien que dans les réseaux sociaux, il y a le pire et le meilleur. Il y a toujours la loi. Ça peut être une bouche d'égout, on est bien d'accord. Mais à travers cette bouche d'égout, on peut en faire le tri. Il y a une formidable potentiel démocratique, d'abord à décrire les faits, à décrire les réalités, parce que maintenant, si vous observez bien, toutes les télévisions officielles courent après les réseaux sociaux quand ce sont eux qui dénoncent des réalités qui jusqu'à présent étaient des réalités dérangeantes. Donc pour ça que je suis optimiste pour la suite. Eh bien, écoutez, essayons de partager cet optimisme. Qui vivra verra, et qui votera verra. Et votera. Merci Yvan Rioufol. Merci à vous. André Berkoff. Nous l'avons annoncé, Jean-Marie Le Pen est mort. Il est mort à 96 ans. Il avait fondé le Front National en 1972. Il l'a dirigé jusqu'en 2011, effectivement, où il a laissé la place contraint ou forcé ou volontaire à Marine Le Pen. Nous allons en parler beaucoup, et je vous demande, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, nous avons été les premiers à faire une interview de Jean-Marie Le Pen. Nous avons un an exactement avant sa mort, il y a un an. Nous sommes allés le voir à rue Emmanuel-Maison, chez lui. Et il nous a reçus pendant 1 heure, et nous allons diffuser cette interview demain sur Sud Radio entre 13h et 14h. En attendant, il y a déjà beaucoup de réactions, effectivement. Maud, il y a eu déjà des réactions sur des tweets. Oui, on attend encore la réaction de Marine Le Pen qui revient de Mayotte, qu'il a appris dans l'avion. C'est une journaliste de BFM TV qui a raconté la façon dont elle l'a appris par téléphone. Elle a appelé ses proches et puis s'est assise silencieuse dans l'avion. Alors les premières réactions, il y avait celle assez attendue de Jordan Bardella, bien sûr. Jean-Marie Le Pen est mort, engagé sous l'uniforme de l'armée française en Indochine et en Algérie, tribun du peuple à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté. Je pense aujourd'hui avec tristesse à sa famille, à ses proches et bien sûr à Marine Le Pen, dont le deuil doit être respecté. Il y a d'autres réactions beaucoup moins glorieuses de l'humanité. Par exemple, décès de Jean-Marie Le Pen, mort d'un antisémite tortionnaire et patriarche de l'extrême droite. Ce sera évidemment pas la dernière réaction de ce type dans la journée. Et puis un petit rappel, c'était la mort de Jacques Chirac le 26 septembre 2019. Jean-Marie Le Pen lui-même avait tweeté... 2019, en 2019, oui, c'est ça, oui. Jean-Marie Le Pen qui avait tweeté « Mort, même l'ennemi a droit au respect ». Oui, je pense que c'est à retenir. L'ennemi, toute personne, effectivement, a droit au respect. En tout cas, toute personne qui n'a pas démérité complètement. Après, évidemment, chacun a son opinion sur ce qu'a été Le Pen. Mais je voudrais revenir peut-être, Maud, avec vous, à Charlie Hebdo. Je voudrais dire que ce qu'a été effectivement, on va parler un peu de ça, de ce qu'a été l'annonce de Charlie Hebdo. On se rappelle tous, enfin en tout cas moi je me rappelle très très bien de cet événement, de ce qui s'est passé. On va en parler, mais peut-être nous avons Serge, je crois, de Vichy, qui nous appelle. Serge, bonjour. Oui, bonjour André, et bonjour à toute votre équipe, les meilleurs vœux. Merci à vous aussi.
À vous aussi. Ainsi qu'à notre cher Yvan Rioufol, que je suis régulièrement, que j'ai suivi longtemps sur CNews, que j'entends souvent aussi sur Radio Courtoisie. Je fais de la pub pour Radio Courtoisie au passage, hein, il ne faut pas se gêner. Donc, notamment pour son journal d'Imparia en 2020, qui revenait son bloc-notes de 2020-2021 sur la période Covid, qui était un journal intime, en quelque sorte, intéressant sur la période Covid, que vous avez dû apprécier aussi, je pense. Hein, tout à fait. Voilà. Quant à M. Le Pen, eh bien, M. Le Pen, effectivement, il faut rendre hommage à cet homme qui a eu le gros tort, je pense, d'être un lanceur d'alerte, un petit peu à la façon de Villiers, quelques années après lui. Hein, quand on voit l'émission de M. de Villiers sur CNews le vendredi soir, on s'aperçoit qu'il y a souvent des parallélismes et des rapprochements et des concordances. Et des retours en arrière, notamment en ce qui concerne l'immigration, en ce qui concerne l'Europe, etc. Et c'est vrai qu'il y avait une parenté idéologique entre les deux. La manière du parachutiste était peut-être un peu brute par moment, un peu maladroite. C'est sûr que ça lui a nuit, c'est évident. Et je disais à Manuel tout à l'heure que tout ce que vous avez dit au départ avec Monsieur Rioufol sur l'immigration, eh bien, je le retrouve quasiment mot pour mot dans un vieux livre d'Alain Griotret. Publié en 1984, qui avait pour titre Les immigrés. Donc c'était déjà un problème en 1984, à tel point que dès la première page, il nous dit « Nous subissons aujourd'hui de plein fouet les conséquences de l'immigration massive de ces 20 dernières années. » Donc pour lui, ça a commencé au milieu des années 60. Mais vous savez, Serge, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Ça fait, vous dites qu'en 84, donc il y a 40 ans et plus, mais vous savez qui était le premier qui a dénoncé publiquement et très fort l'immigration, qu'elle soit officielle ou clandestine, c'était un certain Georges Marchais, secrétaire du Parti communiste français. En 80, il donnait aux applaudissements des camarades à l'époque. Hein. On a tendance à l'oublier, dans ça. La banlieue parisienne, je crois. Oui. C'est ça, absolument, oui. Où il y avait d'ailleurs où il y avait eu d'ailleurs je ne sais pas, ils avaient démoli à l'époque, des militants avaient démoli des Cogeco qui arrêtaient des travailleurs immigrés. Donc, mais vous savez, ce qu'on dit aussi, par exemple, là, dans le livre de M. Griotret, qui, il ne faut pas l'oublier, est quand même quelqu'un qui a été résistant. Oui. Il fait partie de ces étudiants qui ont manifesté contre les Allemands dès le début de 1940. De l'occupation, oui. Ah oui, tout à fait. Ils ont descendu les Champs-Élysées, bien sûr, ils ont été arrêtés. Mais enfin bon, c'était quand même pas n'importe qui, ce monsieur. Et là, dans son livre, il cite l'ambassadeur de Tunisie. On parle souvent de la fameuse interview d'Hassan II, vous savez, par... Oui, bien sûr. Par Anne Sinclair, oui, dit on. Voilà. Tout à fait. Eh ben, l'ambassadeur de Tunisie, d'après M. Griotret, qu'il cite, alors ça aurait été une déclaration qui a été faite à Europe 1 le 12 juillet 83. Je vous le lis, c'est pas très long. Hein. Il ne faut pas se cacher derrière des sentiments généreux qui sont louables, mais qui parfois ne sont pas réalistes. L'intégration ne s'impose pas. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions à ce sujet, qui pensent que la deuxième génération est une génération qui est appelée à s'assimiler, à s'intégrer. C'est vrai qu'on entendait beaucoup ça dans les années 80. C'est une grave erreur, parce que l'intégration se fait par vocation, parce qu'on sent qu'on a la vocation de s'établir définitivement dans ce pays, d'en adopter les mœurs, de se fondre même dans cette société. Mais croire que l'on peut obtenir cela par des décisions, politique sans doute, en essayant de créer je ne sais quelle sorte d'amalgame de population, on se trompe beaucoup, fermez les guillemets, et c'était l'ambassadeur de Tunisie en 83, 2 jours avant la fête nationale française, le 12 juillet.
Oui, non, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et effectivement, aujourd'hui, en tout cas, toutes les questions restent posées et de plus en plus de façon lancinante. Merci Serge, merci à vous. Je vous en prie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non. C'est intéressant d'avoir les opinions, d'ailleurs toutes les opinions ici. Vous savez, toutes les opinions ne sont peut-être pas bonnes à dire, mais toutes les opinions sont bonnes à écouter, parce que je pense qu'il faut effectivement avoir cela pour faire ensuite son propre jugement. Alors, je voudrais revenir à Charlie Hebdo. Donc, je rappelle, Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Oui. Maud, vous étiez où le 7 janvier 2015 ? J'étais un bébé, j'avais 17 ans. Non, j'étais au lycée Lamartine dans le 9e arrondissement. On l'a appris aux alentours de midi, je crois, puisque l'attentat a eu lieu à 11h30. Et en fait, c'était la sidération, quoi. La réaction était assez silencieuse. Et en même temps, il y avait quand même quelques commentaires qu'on peut encore entendre aujourd'hui. C'est en même temps, ils l'avaient bien cherché, ils ont provoqué. Enfin, c'était assez normal dans la bouche de certains. Et en même temps, ce silence toujours très pesant, notamment pendant les cours, puisqu'après on reprenait les cours, les professeurs ne savaient pas tellement quoi nous dire. Alors on a eu les premiers discours sur la liberté d'expression, parce qu'on en parlait vaguement auparavant, mais là, la liberté d'expression est vraiment entrée dans le débat public. Ouais. Et puis il y a eu des journées d'hommage. Le lendemain, notamment, on nous a demandé d'afficher des dessins sur les murs du lycée. Oui. Et alors, pour la petite anecdote, moi j'avais affiché 2 dessins, un dessin de Cabu qui tenait une pancarte « Je suis en vie », puisque venait d'apparaître « Je suis Charlie » un peu partout. Et puis un deuxième, c'est une caricature de Mahomet. Je me suis dit, tiens, allons-y. Et en fait, ce dessin a été retiré du mur. Donc voilà, on n'était pas totalement Charlie. Vous exposiez tout de suite. Vous avez vu, je vis dangereusement. Très. Et en même temps, mais chez les gens, autour de vous, que ce soit dans votre famille ou chez vos amis, etc., ça a été vécu comment ? Une sidération Une sidération, pareil, on s'y attendait pas, c'est injustifié, qu'on soit de droite, de gauche, en fait, il n'y avait même pas de sujet. Enfin, c'était absolument inadmissible. Et puis quand on sait ce qui s'est passé précédemment, parce qu'en fait les attaques verbales, et pas que d'ailleurs, il y a eu un incendie dans les locaux de Charlie quelques années auparavant, on savait très bien que ça arriverait en fait, d'une certaine manière. Alors moi à 17 ans je me rendais pas bien compte, mais tout le monde savait que ce genre d'événement pouvait arriver. Oui, et c'est ça. En tout cas, moi, je me rappelle, effectivement, j'avais laissé bien avant vous, mais je me rappelle vous savez, il faut que je vous dise, pas pour faire des confessions, j'ai très bien connu l'époque de Harakiri, parce que il faut savoir, pour ceux qui... Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Il y avait eu Harakiri, qui était une revue anarchiste incroyable, qui était une revue, vous savez, extrêmement forte, où il y avait ciné, où il y avait toute une série de gens. Alors justement, il n'y avait un respect à rien. C'est-à-dire que on y allait, c'était le journal Bête et Méchant. C'est le journal qui faisait des romans photos, Coluche y participait notamment. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, l'aventure de Harakiri. Et ils avaient fait un hebdo qui s'appelait Harakiri Hebdo. Et ce qu'ils ont fait, alors pour vous dire à quel point le problème, il n'y avait pas de frontières chez eux. Et c'est vrai et c'est ça qu'il faudrait dire, la vraie satire, et il n'y a qu'à se reporter, on peut tous le dire, personne d'entre nous n'était né, mais regardez les journaux caricaturaux des années 1900. Mais ils étaient 100 fois plus violents, ils y allaient 100 fois plus fort, que ce soit sur la calotte, la religion catholique à l'époque, au moment des disputes sur la laïcité, sur les riches, les curés, les pauvres, surtout, ils y allaient à mort. Les disputes, effectivement, entre politiques et tout, mais c'était d'une violence totale, avec un talent, avec un talent pamphlétaire, avec un talent d'écriture, avec un talent de style qui est extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Harakiri Hebdo, qui continuait dans la même voie ? Bon, eh bien, De Gaulle meurt, et quelque temps avant, il y avait eu un incendie dans un dancing à Saint-Laurent-du-Pont. Ça a été une catastrophe, il y a eu un incendie qui s'était déclaré, ça avait 100 morts. Et quand De Gaulle meurt, Harakiri titre « Balle tragique à Colombey, un mort ». Et évidemment, ça a fait un scandale énorme, et le journal a été interdit. Donc c'était en 70, vous voyez,
plus de 50 ans maintenant. Eh bien, ils sont repartis en nommant... ils avaient un journal de bande dessinée qui s'appelait Charlie, et ils sont repartis avec Charlie Hebdo, avec toute cette bande qui était là, et dont une bonne partie a été massacrée. Il y a 10 ans, jour pour jour, les Wolinski, les Bernard Maris, qui est un formidable Wolinski, pas besoin de le présenter. Il n'y a qu'à regarder tous ses albums avec son talent. Regardez Bernard Maris, qui est un économiste formidable. Enfin, tous ces gens qui étaient là, fauchés, parce que, voilà... Ils ont attenté à des choses. Il faut bien comprendre, ils ont attenté à un Dieu que certains ne veulent pas. Alors, ils ne veulent pas, et ils disent, eh bien, si c'est comme ça, vous méritez la mort, parce que, voilà, vous avez attenté à ma religion, vous avez attenté à mon Dieu. Et c'est valable pour d'autres choses. Et tout le combat, c'est le combat depuis des siècles, c'est ça. C'est que, est-ce qu'on a le droit de tout dire, ou on n'a pas le droit de tout dire ? Et le problème aujourd'hui, on le voit très 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 bien du coup, et effectivement, qui a envie de mourir ? On ne s'attaque plus à telle ou telle chose parce qu'on sait qu'on risque la mort, mais on peut, par exemple, sur des chaînes de service public, je parlerai de France Inter pour être tout à fait précis, où on peut chanter Jésus est pédé sans aucun problème et sous les applaudissements de la petite foule qui est dans le studio. Parce que on sait que là, on n'aura pas de gens qui vont vous attendre avec 3 mitraillettes à la main. Donc, le problème, il est là. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on a le droit d'année. Certains vous disent, oui, ben voilà, effectivement, comme vous disiez, Maud, ils l'ont bien cherché. Et d'autres disent... Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais... Non, je sais, je dis comme vous l'avez cité, effectivement. On peut peut-être rappeler aussi que Charlie Hebdo continue de recevoir des menaces et que l'année dernière, c'est l'Iran, le chef des gardiens de la révolution islamique, qui a menacé Charlie Hebdo à cause d'une caricature toujours sur Salman Rushdie. Donc ça continue, évidemment. Charlie Hebdo qui a changé de locaux, évidemment aussi, qui est toujours sous protection policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis on peut penser aussi... on ne sait pas, d'ailleurs, personne n'a leur adresse. Non, exactement. C'est un bunker. Et aujourd'hui, les commémorations ont lieu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. C'est ça. Et devant l'Hypercacher. Enfin, il y a toute une série de commémorations aujourd'hui. Et puis on peut penser aussi à ceux qui ont survécu à cet attentat. Ils étaient quelques-uns, et notamment un qui a mis fin à ses jours, si je ne me trompe pas, le 19 octobre 2024. Simon Fichy, si je ne me trompe pas non plus. Ancien webmaster et community manager de la rédaction de Charlie Hebdo. Il avait 40 ans et en fait, il avait été le premier membre de la rédaction de Charlie sur qui les frères Kouachi avaient tiré. Le 7 janvier 2015, il avait survécu, mais il était resté handicapé à vie. Total, et je dois dire que pour ceux qui veulent un des plus beaux récits après écrits, c'est quelqu'un qui a survécu, lui. C'est cette personne qui a écrit le Lambeau. Philippe Lançon, voilà. Je ne l'ai plus. Philippe Lançon, effectivement, qui a écrit il a été fracassé, il a une balle qui lui a fracassé la mâchoire, il a eu des mois, voire des années de rééducation à l'hôpital, etc. Et il a écrit cet extraordinaire roman, Le Lambeau. Il faut le lire, vraiment, et voilà, ça se passe comme ça, et aujourd'hui, et demain... Vous savez, des morts pour la liberté, des morts pour dire non, des morts pour sortir de sa zone de confort. Eh bien, il y en a. Et il faut savoir les saluer quand il faut, et je crois qu'il faut en permanence. Demain, donc, l'interview, la dernière interview qu'il a donnée avant sa mort, de Jean-Marie Le Pen, ici, à Berkov, dans tous ses états, à Sud Radio, de 13 à 14 heures.